film Le Sommet d'Or, c'est sur les films perdus du cinéma cambodgien. Cinéma dont personne n'a entendu vraiment parler, et qui est un cinéma qui est né très tard en 1960, qui a explosé, qui s'est développé pendant 15 ans, mais dans un cadre plutôt local au Cambodge, mais ça a été un gros succès populaire là-bas. Et tout a été détruit, en tout cas tout a disparu, tout s'est arrêté en 75 quand les Khmers rouges arrivent au pouvoir, tuent les acteurs, les réalisateurs, ferment les cinémas et abandonnent les films. Et résultat, c'est une histoire qui a un peu disparu de la surface aujourd'hui au Cambodge, et encore plus à l'international où les gens n'ont jamais entendu parler de cette histoire-là. Et donc quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, tout de suite je voulais trouver les films, et les films étaient introuvables, c'était impossible de trouver quoi que ce soit, et du coup il fallait trouver tout ce qui avait résisté, mais qui n'était éventuellement pas les films. Et c'est vrai que les musiques, c'est évident, c'était ce qui a le plus... c'est la chose la plus évidente qui restait de ces films-là en termes matériels, en tout cas, puisqu'après dans la mémoire, et c'est ce que explore aussi le film, les gens ont gardé beaucoup de souvenirs de ce cinéma-là, mais en termes de vraiment physique, dans la matérialité des choses, les musiques étaient là pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il y avait environ 400 films qui ont été produits en 15 ans, et il y avait pour chaque film pratiquement juste une copie par film, donc tu perdais la copie du film, tu perdais absolument tout le film. Or les musiques étaient déjà commercialisées à l'époque, en vinyle, qu'on pouvait acheter dans des petits magasins de vinyle à l'époque. Donc les gens avaient chez eux des vinyles, des musiques, et dans chacun de ces films cambodgiens de l'époque, il y avait environ 2 à 3 musiques composées exprès pour le film. On l'imagine bien un peu à la Bollywood, sauf qu'ils se mettent pas à danser, il n'y a pas de décoré dans tous les sens, mais tout d'un coup au milieu de l'histoire, un peu plus comme à la Walt Disney en fait, au milieu de l'histoire, les comédiens se mettaient à chanter en playback, parce que c'était les chanteurs de l'époque très connus, qui tout d'un coup leur voix se superposait sur celle des comédiens. Et évidemment, comme on peut l'imaginer, comme les musiques étaient exprès composées pour les films, les paroles des chansons sont complètement liées au récit, à l'intrigue, aux personnages, etc., etc. Donc moi quand j'ai découvert ça, je trouvais ça absolument fascinant évidemment, dans notre quête qui était est-ce que les films survivent encore et de quelle manière, de trouver tout d'un coup ces musiques dont les paroles racontaient les récits des films qui eux ont disparu, et que du coup c'était le véhicule de résistance, de persistance dans le réel de ces films-là. D'autant plus que ces musiques-là qui ont résisté matériellement en fait, sont encore largement diffusées au Cambodge, et ça qui est très intéressant, c'est que comme les musiques sont encore là, les vieilles générations écoutent tout le temps ces musiques-là qui leur rappellent leur enfance des années 60 et 70. Et du coup, les jeunes Cambodgiens de ma génération ont toujours été baignés dans ces musiques-là, qu'ils les aiment ou qu'ils les aiment pas, ça fait partie en tout cas de leur culture. Mais le truc encore plus fascinant, c'est que les nouveaux studios de karaoké au Cambodge contemporain sont très paresseux, donc du coup ils cherchent pas à composer de nouvelles musiques, et donc très facilement ils piochent dans ces vieux tubes qui leur coûtent rien à remaker, et ils en font des reprises aujourd'hui avec des chanteurs à la mode et des réarrangements horribles faits de synthétiseurs et tout ça. Et le truc dingue, c'est que les jeunes aujourd'hui au Cambodge adorent ces musiques-là, évidemment, ils dansent dessus dans les clubs, ils chantent dessus dans les karaokés, sans même savoir de temps en temps, la plupart du temps je dirais même, sans même savoir d'où ça vient. Ils sentent bien que ça vient, parce qu'il y a une imagerie un peu vintage, donc ils sentent bien que ça vient du passé, mais ils seront incapables de dire que ça vient d'un film, évidemment encore moins de quel film, quels étaient les acteurs et tout ça. C'est à fond romantique, et les films l'étaient aussi, même s'il y a un background comme ça et tout qui peut parfois prêter à, mais en réalité non, c'est avant tout des histoires d'amour impossibles, c'est des remakes de Roméo et Juliette à chaque fois dans des trucs différents, et les musiques sont très romantiques, on entend bien dans la couleur de la musique, mais moi ce qui me touche encore plus dans ces musiques, et la plupart de ces musiques, je les trouve franchement géniales en termes de composition, de couleurs et tout, mais le truc le plus beau je trouve c'est la couleur justement, il y a une espèce de couleur entre la mélancolie et la joie, enfin il y a vraiment un truc mixé, et c'est parfait parce que c'est exactement en plus la couleur que nous on cherchait en faisant Le Sommeil d'Or, et donc du coup ces musiques étaient un véhicule parfait pour aller dans cette direction-là, parce que moi je les trouve en tout cas qu'elles portent en elles tout l'esprit de l'époque, et en même temps la conscience pour nous en 2012 de savoir que cette époque avait révolu. On sent qu'il y a toute une mélancolie, et en même temps toute une joie, un désir de vivre et tout ça, et donc il y a un truc très très beau. Le compositeur génial, et qui vraiment mérite, enfin devrait être connu par tous de cette époque-là, il s'appelle Sin Sisamut, et honnêtement, pour moi je pense que c'est vraiment un génie de la composition et du chant. C'est lui qui chante, je sais pas, 90% des chansons chantées par un homme à l'époque.
Donc chanteur, compositeur, star, qui est malheureusement mort pendant le régime Khmer Rouge. Et lui, c'est vrai, alors qu'il avait toujours été pro-Sihanouk, il a sorti au moins une chanson très étrange entre 70 et 75 qui était une critique du roi. Donc complètement pro-régime de l'époque, où j'ai pas le truc en tête, en plus je parle pas très bien cambodgien donc c'est difficile pour moi, donc c'était juste la traduction que j'ai lue, et c'était une charge extrêmement féroce contre le prince Sihanouk, à l'époque où en plus le prince du coup était exilé parce qu'il venait de se faire sortir du pays. Il en reste quelques-uns, en fait c'est les chanteurs les plus connus qui malheureusement sont pratiquement tous morts pendant le régime, et il y a un certain nombre de compositeurs qui sont morts aussi, mais il y a quelques compositeurs qui sont restés. Moi j'en ai rencontré que un en fait, personnellement c'est vrai. Un qui avait beaucoup travaillé en plus pour mon grand-père, ce qu'on n'a pas raconté, c'est que mon grand-père était producteur de cinéma à l'époque, au Cambodge. Et du coup j'ai rencontré un très vieux monsieur et c'était passionnant de le rencontrer, évidemment on a fait une interview. Et puis après dans le choix du film, à un moment de toute façon il fallait faire des choix, et on pouvait pas avoir trop de personnages non plus, 4 c'est déjà sur un long métrage, il y avait déjà le risque de s'éparpiller, donc on a choisi ça. Et même c'est vrai que j'aurais pu parler plus de la musique, et finalement on a utilisé plus d'utiliser les musiques sans forcément parler beaucoup des chanteurs et tout. On s'est servi de la musique sur le tournage. Et ça, moi je trouve que ça a très bien marché, c'est-à-dire à un moment, surtout que et je pense que ça se ressent un peu, l'équipe était quand même assez importante sur le documentaire, parce qu'il y avait toute une volonté, une ambition formelle liée à comment se faire soulever l'imaginaire du spectateur par rapport à ces films perdus et leur faire imaginer les films perdus. Donc il y avait tout un travail, disons, esthétique qui demandait voilà, certains moyens techniques. Pas non plus Hollywood, hein, mais voilà, pour un documentaire. Et du coup, j'avais un peu peur parfois que les interviewés soient un peu gênés, parce que 15 personnes en face d'eux pour faire un entretien, donc c'était pas évident. Et donc un truc très facile qu'on a fait, c'est diffuser de la musique de leur propre film, juste avant, qui évidemment on voit pas dans le film, mais juste avant le truc, pendant 5 minutes, relaxer, personne ne parle, et là ça marchait à chaque fois, ça veut dire que tu mets, pour un réalisateur, la musique de son film 40 ans avant, qu'il n'a pas trop l'habitude d'écouter, et là tout d'un coup il est prêt à parler, c'est évident. Et on est même poussé le bouchon un peu plus loin, avec le cinéaste Liu Sring, c'est dans le film, celui qui raconte comment il est parti après, il s'est échappé pour la France, et qu'il est devenu chauffeur de taxi, etc. Celui qui est en larmes. Celui qui est en larmes à la fin, effectivement. Et lui, on voit bien que dans le film, on sent bien qu'il est hyper sensible, qu'il est prêt à tomber dans l'émotion à chaque fois, et donc là j'avais préparé exprès pour lui, presque le piéger entre guillemets, mais j'avais préparé une musique d'un de ses films, alors que lui a perdu tous ses films, et cette musique-là, il l'avait jamais retrouvée en fait, et je l'avais retrouvée par des collectionneurs qui étaient en France, qui avaient retrouvé des passionnés qui avaient retrouvé cette musique. Donc exprès, je ne lui avais pas filé, alors que ça faisait 3 mois que je l'avais, et sur le tournage on l'a mis, et effectivement tout de suite il est rentré dans une émotion incroyable. Jérôme Haré, en fait, il travaille avec le sound designer Vincent Villa. Ils sont tous les deux dans la même boîte. Au départ, Jérôme travaille avec Vincent, et à un moment, mais il n'était pas censé composer la musique du film, en fait. Et on ne pensait pas avoir une musique composée. Et c'est au fur et à mesure du montage, avec le monteur Laurent Leveneur, qu'on sentait, et c'était très logique aussi, parce qu'à un moment, tu utilises des anciennes musiques de films, donc elles t'aident à refaire surgir comme ça les choses, à donner une couleur et tout ça, mais de la même façon que je voulais pas trop utiliser non plus des anciennes images, j'utilisais trop d'anciennes musiques, il y a un côté aussi un peu trop passéiste. C'est pour ça qu'à un moment, on va dans un cinéma, on entend une musique d'époque, on va dans un cinéma, on entend une musique d'époque, et puis à la fin on va dans le cinéma dont on parlait tout à l'heure, la salle de billard, il n'y a plus la musique d'époque, il y a un travail de design sonore qui est fait, et l'aboutissement de tout ça, logique, dans cette évolution, c'était évidemment d'un moment d'accoucher d'une musique composée, et donc c'est ce qu'on a demandé et du coup l'ingé son Vincent Villa m'a dit mais attends, Jérôme Haré, un très bon compositeur, tu devrais lui faire confiance et tout. On a travaillé ensemble et il a composé moi une musique qui dure très longtemps, du coup je pense qu'elle dure 7 minutes en fait, voilà, 7 minutes qui est le temps de l'épilogue du film qui s'appelle l'Hippocampe, le réveil de l'Hippocampe, et il a fait un truc à base juste de nappes sonores, un truc à la fois lynchéen, et qui s'inspire également aussi de certains films de Horace Etacoul qui utilisent une espèce de montée comme ça vers la fin, et moi j'étais soufflé par le truc, ouais. Et cette composition, pour moi elle était parfaite parce qu'elle amenait, du coup c'était une musique qui essayait de s'intéresser au trip, à quelque chose de plus tribal, avec cette idée presque Kenneth Anger en fait, tu vois, d'invocation.